Bonjour à tous. Laurent Fauchier, je travaille au CHU de Tours. Je suis ravi de vous retrouver pour cette séance et je remercie le comité d'organisation et le laboratoire Boehringer qui permettent cette séance, qui est intitulée Les anticoagulants oraux directs en vie réelle dans la fibrillation atriale, une décennie d'innovation. Nous aurons 3 présentations qui seront faites d'abord par le docteur Maxime Guénoun de Marseille concernant l'utilisation des anticoagulants oraux en vie réelle. Il y aura ensuite le professeur Olivier Hanon de l'hôpital Broca à Paris qui nous parlera des anticoagulants en pratique gériatrique. Et puis enfin le professeur Patrick Mismetti de Saint-Étienne qui nous parlera des problèmes de réversion et d'urgence sous anticoagulants oraux directs. Nous aurons la place pour quelques questions entre chaque. J'espère donc que nous allons pouvoir avoir une belle session et la première présentation est donc celle de Maxime Guénoun sur les études dites de vie réelle pour les anticoagulants oraux. Bonjour, merci tout d'abord au laboratoire Boehringer de me donner l'occasion de parler des AOD en vie réelle. En effet, il est important après les études contrôlées et les bons résultats observés, de savoir ce qui se passe avec ces nouveaux, pas si nouveaux maintenant, anticoagulants dans la vie réelle. En effet, lorsqu'on a un essai contrôlé, on vérifie l'efficacité, la tolérance, mais pas vraiment la prise en charge par le cardiologue, qui est une note subjective pour choisir le médicament et choisir la dose. Et puis évidemment, on a des patients qui ne sont pas sélectionnés et on est confronté à la vie réelle et à des patients qui n'existent pas dans ces essais contrôlés. Alors dans ces essais contrôlés, très rapidement, on a vérifié l'efficacité en termes de prévention des événements ischémiques, on a vérifié l'intérêt pour réduire les événements hémorragiques sous anticoagulants, et tout cela est vérifié avec particulièrement, mais les essais ne sont pas comparables, les populations ne sont pas les mêmes, il faut retenir qu'il n'y a aucun essai face-face, mais donc on a démontré, notamment avec le dabigatran 150 mg, une réduction de la mortalité, en même temps que pour tous les autres, il existe une réduction des événements hémorragiques et des événements ischémiques. Alors, ce que nous amène la vie réelle, c'est un certain nombre de registres internationaux. Tout d'abord, le registre Gloria, auquel on va s'intéresser. Eh bien, il conforte les résultats des essais contrôlés, avec en termes d'efficacité, sur la colonne de droite, on voit le critère composite, quel que soit l'AOD, critère associant mortalité et événements ischémiques, eh bien, il est du bon côté, donc avec une réduction d'événements de l'ordre de 20-25%. Et en termes de safety, on voit qu'on a globalement, une fois de plus, ils ne sont pas comparables entre eux, une réduction des événements hémorragiques et notamment en colonne de droite, des hémorragies intracrâniennes qui sont évidemment les plus sévères, grevées de mortalité. Plus intéressant dans ces registres, c'est de discuter des patients qui bénéficient d'une dose réduite. Il y en a peu dans les essais contrôlés, notamment pour l'essai concernant l'apixaban, car l'apixaban a des critères de réduction qui sont plus stricts. Et donc, seulement 4% des patients avaient une dose réduite dans Aristotle. Dans la vie réelle, c'est extrêmement différent, avec près de 20, 30, voire 40% de dose réduite. Donc, c'est intéressant de se pencher là-dessus et on s'aperçoit, sans qu'on sache réellement dans les registres pourquoi le cardiologue a réduit la dose, fragilité estimée ou critères très classiques RCP d'insuffisance rénale, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un résultat qui est conservé en termes de prévention ischémique, même s'il existe une tendance un peu moins bonne pour l'apixaban, tendance que l'on retrouve moins bonne également pour la mortalité. Et puis pour le patient âgé, on a aussi des éléments rassurants. Lorsqu'on donne une dose réduite, eh bien, on voit qu'on a une prévention qui est efficace des événements ischémiques, notamment pour le dabigatran, sans gréver la mortalité de ces patients. Alors, les critères de réduction de dose, on l'a dit, on ne les connaît pas vraiment, ils sont à l'estimation du cardiologue. On fait appel à d'autres registres, comme le registre français à partir de la base de la sécurité sociale, registre qui compare essentiellement rivaroxaban, dabigatran avec les AVK, et on fait appel à des scores de propension pour vérifier que les choses soient comparables. Et là, on s'aperçoit qu'en termes de, donc sur
le registre français extrêmement large de patients. On retrouve là également une efficacité dans la vie réelle sur les événements ischémiques. Vous le voyez, en bas, une efficacité pour la réduction des événements hémorragiques. Et surtout, on ne retrouve pas le signal d'hémorragie gastro-intestinale qui existait dans les essais contrôlés. Vous voyez qu'on a une neutralité et on ne retrouve pas, notamment pour le dabigatran, ce signal sur la coronaropathie. Et là également, nous avons une neutralité. Donc, cette vie réelle nous apprend un certain nombre de choses. Elle nous apprend aussi ce qui se passe avec le 110 mg, qui est une dose réduite mais validée, non pas réduite en termes de critères de réduction, mais qui est l'opportunité pour le dabigatran de proposer soit du 150, soit du 110 mg, ces deux doses ayant fait donc l'objet d'essais contrôlés. Et là, on voit que pour le 110, on a également des résultats tout à fait satisfaisants dans la vie réelle, réduction des événements ischémiques, réduction des événements hémorragiques, neutralité au plan gastro-intestinal. Un autre registre browser va comparer rivaroxaban et dabigatran en comparant, même si ce n'est pas du face-face avec un score de propension, les doses réduites de Rivaro à 15 et d'Abi à 110 d'un côté, les doses pleines de l'autre côté. Alors, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a beaucoup plus d'événements lorsque les doses sont réduites. Ce n'est pas lié à la dose réduite, c'est lié probablement à la fragilité de ces patients. On le voit, le double d'événements ischémiques chez ces patients, une mortalité qui est vraiment augmentée et des résultats qui sont conservés et assez favorables, notamment pour le dabigatran 110 mg, dans cette indication, avec une fois de plus des critères de réduction de dose qui sont à préciser puisque selon le jugement du cardiologue. Alors, il faut se méfier quand même de cette réduction de dose qui est parfois clairement inappropriée. Et là, l'étude de Yao nous enseigne que, notamment pour l'apixaban, lorsqu'on réduit donc de 50% la dose d'apixaban sans critère d'insuffisance rénale, eh bien, on a un surcroît d'événements ischémiques, chose qu'on ne retrouve pas pour le dabigatran et le rivaroxaban, peut-être parce que la réduction est de 25%. Est moindre que celle de l'apixaban. Rappelons quand même que pour le dabigatran, dès que des patients sont à l'intérieur de registres nord-américains, eh bien, on peut avoir des doses qui ne sont pas usitées en Europe, comme du dabigatran 75 mg 2 fois. Alors, en conclusion, je dirais que finalement, ces études en vraie vie, ces registres viennent conforter les résultats des essais cliniques. Ça, c'est une bonne chose, avec une diminution globale du risque hémorragique et avec un intérêt pour la prévention des événements ischémiques. Réduction du risque, notamment de la mortalité et du risque des hémorragies intracrâniennes, avec une neutralité en ce qui concerne les hémorragies gastro-intestinales et la coronaropathie, ce qui restait quand même un petit peu suspect au moment des essais contrôlés. Et puis, il y a la problématique des faibles doses. Alors, il faut se méfier. Pour certains médicaments, il semblerait qu'une faible dose inappropriée soit d'un intérêt réduit, notamment pour la prévention ischémique. Un peu moins vrai pour le rivaroxaban et moins vrai pour le dabigatran, qui offre réellement deux posologies validées, 110 et 150 mg, pour s'adapter éventuellement à la fragilité telle que les cardiologues peuvent l'apercevoir à la consultation, ce qui peut donc se discuter, et attention donc à ce qui pourrait ne pas être validé en relation avec les RCP. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maxime. Bon, nous avons vu que ces données observationnelles récentes sont quand même des éléments de confirmation de ce qui était attendu. C'est un peu des promesses tenues. Il y a eu quand même beaucoup d'études observationnelles, des choses assez pointues. Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour des études supplémentaires et quelles seraient finalement les informations que tu souhaiterais avoir dans les années à venir que nous n'aurions pas eu jusque-là? Oui, bien sûr. Le regret qu'on peut avoir, mais ça concerne aussi bien les études contrôlées que la vraie vie, c'est que nous n'aurons pas d'études face-face des anticoagulants l'un contre l'autre. Et donc, on est obligé d'avoir des gymnastiques statistiques pour tirer des fois des choses qui sont un peu approximatives. Donc déjà, se méfier complètement, mais on n'aura pas plus de comparer strictement les anticoagulants entre eux. Enfin, ces études sont un petit peu anciennes, à une période où on commençait à initier, on connaissait moins bien les choses, les patients n'étaient pas déterminés. Autour de 2013, pour le début des recueils de données. Donc c'est vrai que si on avait des données récentes, mais on va faire des registres dans ce sens, notamment en France, ça sera intéressant. Et le dernier point, c'est que finalement, ce qui manque également dans ces registres, c'est plus de précision sur
le profil des patients, notamment leur fonction rénale, qu'on n'a pas toujours dans des fichiers nationaux, notamment des caisses. La fonction rénale qui est un déterminant forcément, les événements qui ne sont pas toujours bien décrits et des éléments globalement de fragilité. Donc si on doit faire des études, il faudra avoir plus de renseignements, ce d'autant que ce que l'on retire de ces registres aujourd'hui, c'est beaucoup de réduction de doses. Et sur ces réductions de doses, on ne sait pas bien finalement le déterminant de ces réductions. Est-ce que ce sont réellement les RCP avec la fonction rénale, d'autres éléments de fragilité, l'estimation du cardiologue qui est peut-être pas fausse. Et donc sur ces points-là, parce que c'est une révélation, d'une part effectivement on a confirmé les bons résultats, mais la révélation c'est aussi beaucoup plus de réduction de dose qu'attendu dans les études contrôlées, donc peut-être plus d'informations là-dessus. Bon, en effet, je pense que il y a des choses encore intéressantes à voir. Il y a aussi le cas des coronariens, je pense, où il y a des choses à voir un peu dans le même cadre de ce que tu dis, des informations à prendre. Merci beaucoup. La prochaine présentation est celle de Olivier Hannon sur les pratiques gériatriques et les précautions à prendre en cas d'anticoagulation pour de la fibrillation atriale. Bonjour, je suis le professeur Olivier Hannon et donc on va parler de l'anticoagulation en pratique gériatrique. Je suis cardiologue et gériatre à Paris à l'hôpital Broca. Alors, les patients gériatriques, de qui parle-t-on? Bien sûr de patients âgés, plus de 75 ans, plus de 80 ans, mais surtout de patients fragiles. Et pour ça, on détermine ce qu'on appelle la règle des 5 C, 5 éléments qui commencent par la lettre C, donc la cognition, les chutes, les comédications, la fonction rénale, le Cockcroft et la dénutrition. Et donc, pour faire un C, j'ai mis la cachexie. Et donc, on va regarder les données avec les anticoagulants chez ces patients gériatriques. Alors, quelles sont les recommandations des gériatres? En gériatrie, nous avons refait nos recommandations fin 2019 et vous voyez que nous nous sommes mouillés et on a écrit qu'il convient de préférer les AOD aux AVK chez les patients gériatriques en raison notamment du moindre risque d'hémorragie cérébrale, réduction de 50% et d'une meilleure efficacité, réduction de 20% des accidents vasculaires cérébraux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données en vraie vie française? On a des données du PMSI. Ici, vous voyez, entre 2013 et 2014, donc on a des patients qui reçoivent des AOD. À ce moment-là, c'était dabigatran ou rivaroxaban. Et on voit qu'à la fois sur l'efficacité, l'AVC, et notamment chez ces patients de plus de 85 ans, il y en avait 50 000, le dabigatran à 110 x 2 faisait mieux que les AVK sur l'AVC, et que quand on regarde en sécurité sur l'hémorragie cérébrale, on a aussi une meilleure efficacité, et notamment toujours le dabigatran 110 par rapport aux AVK. C'était 2013-2014. On a ensuite les données françaises 2014-2016, toujours le PMSI, 320 000 patients en FA, initiation de traitement, et là on a en plus l'apixaban par rapport aux deux autres AOD, toujours en comparaison aux AVK, publié cette année dans Stroke. J'ai eu la chance de participer à cette étude-là, et vous voyez que là encore beaucoup de patients âgés, puisque 100 000 de plus de 80 ans, 27 000 de plus de 90 ans. Quand on regarde les résultats, vous voyez que quand on regarde apixaban versus AVK, avantage à l'AOD en termes de sécurité, en termes d'efficacité. Comparaison apixaban, rivaroxaban, vous voyez qu'en termes d'efficacité, égalité. Par contre, en termes de sécurité, moins d'hémorragie chez les patients sous apixaban que sous rivaroxaban. Et quand on regarde apixaban versus dabigatran, vous voyez qu'en termes d'efficacité, c'est pareil, et que c'est sur la sécurité qu'avec apixaban, il y a moins d'hémorragie digestive, et qu'avec dabigatran, il y a moins d'hémorragie cérébrale. Donc, l'hémorragie cérébrale étant la complication qu'on redoute le plus chez les patients très âgés. Alors, il faut rester bien sûr prudent, puisque ce n'est pas un essai randomisé, ce ne sont que des études observationnelles, on essaye de faire des ajustements, mais pour être certain de ces résultats, il faudrait bien sûr les confirmer par des essais randomisés face-face. Autre résultat tout à fait intéressant chez les patients gériatriques, quand on regarde l'effet des anticoagulants chez les patients en FA, eh bien, il y a moins de démence chez les patients sous AOD que sous AVK. Donc, encore un intérêt aux AOD par rapport aux AVK chez les patients âgés en FA.
Chez les patients chuteurs, donc on est sur notre deuxième C, on a des données observationnelles. Là aussi, les patients chuteurs, on regarde le risque d'hématome sous-dural au Danemark. Vous voyez que quand on est sous AVK, on multiplie par 3,6 son risque d'hématome sous-dural, et quand on est sous AOD, on multiplie par 1,5. Donc, réduction de 50% du risque d'hématome sous-dural chez les patients chuteurs. Et donc, les recommandations des gériatres, vous voyez que chez les patients chuteurs, eh bien, il est recommandé de préférer les AOD aux AVK. On a écrit qu'il ne faut pas interdire les anticoagulants chez un patient chuteur, mais par contre, il va falloir faire une évaluation pour identifier les causes de chute, mettre en place des mesures pour limiter le risque de chute. Dans ces mesures, il y a donné de la vitamine D qui réduit de 20% le risque de chute, la kinésithérapie, l'activité physique. Et puis, c'est vrai que chez les patients chuteurs chez qui on a peur d'une fracture, le fait d'avoir à disposition l'antidote permet d'opérer. Vous savez que la fracture du col, c'est une urgence. Et du coup, grâce à l'antidote, on peut opérer le patient en urgence avec l'antidote. L'autre, c'est le Cockcroft, la fonction rénale. Effectivement, il faut surveiller la fonction rénale tous les 3 mois chez les patients gériatriques et surtout à chaque épisode aigu, déshydratation, infection, poussée d'insuffisance cardiaque. Les AOD sont contre-indiqués pour les clérances inférieures à 15 et inférieures à 30 pour le dabigatran. L'autre C, c'est la comédication. Là encore, nos recommandations, préférer les AOD aux AVK parce qu'il y a plus d'interactions sous AVK médicamenteuses que sous AOD. Toutefois, avec les AOD, il faut faire attention avec 4 classes, les AINS, comme avec les AVK d'ailleurs, le verapamil, surtout pour le dabigatran, les antifongiques imidazolés, donc préférer les antifongiques non imidazolés, et les antidépresseurs sérotoninergiques, et là aussi préférer les antidépresseurs non sérotoninergiques. Vous savez que la sérotonine a une petite activité anti-agrégante plaquettaire qui augmente le risque hémorragique. Dernier C, c'est la cachexie, la dénutrition, qui est très fréquente chez les patients hospitalisés en gériatrie, près de 50% des gens. On sait que les anticoagulants se fixent à l'albumine et donc que le risque hémorragique est majoré en cas d'hypoalbuminémie. Je ne sais pas si tout le monde fait un dosage d'albumine chez les patients âgés avant de donner un anticoagulant. Il faut savoir que donc, tous les anticoagulants se lient à l'albumine, les AVK beaucoup, et vous voyez que parmi les AOD, c'est le dabigatran qui se lie le moins à l'albumine, seulement 25-35% par rapport de fixation par rapport à apixaban ou rivaroxaban, on est à 87-90%. Quand il y a une dénutrition, il faut rechercher la cause et aussi traiter la dénutrition avec des compléments nutritionnels oraux. Enfin, dernier point, c'est l'adaptation de dose. Le point important, c'est que l'ajustement de posologie ne doit pas se baser uniquement sur l'âge, mais il faut prendre en compte les caractéristiques, les RCP des 3 AOD qui sont à disposition en France. Pour le dabigatran, vous voyez que l'adaptation de dose, c'est essentiellement l'âge, 80 ans, ou l'utilisation de verapamil, ou un risque hémorragique très élevé. Donc souvent, chez les patients âgés, c'est effectivement 110 x 2 qu'on va utiliser. Le rivaroxaban, l'ajustement ne tient pas compte de l'âge, mais uniquement de la fonction rénale. À ce moment-là, si la clairance est entre 15 et 50, on va ajuster. Et l'apixaban, ce n'est pas uniquement l'âge, ce n'est pas uniquement la fonction rénale. Il y a 2 critères sur 3. L'âge, 80 ans, poids inférieur à 60 kg. Et là, ce n'est pas la clairance, c'est la créatinine supérieure à 133. Si on a 2 critères sur 3, on va ajuster. Donc, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas uniquement l'âge qu'il faut prendre en compte, mais bien connaître chacun des AOD. Donc, en conclusion, la fragilité doit vraiment être repérée chez le patient âgé avant de le mettre sous anticoagulant. Rappelez-vous de ma règle des 5 C. Chez les patients fragiles, toutes les études montrent que les AOD sont supérieurs aux AVK, notamment parce qu'il y a moins d'hémorragie cérébrale. L'adaptation des posologies est différente selon chaque AOD. Il faut bien connaître le RCP des AOD. Et ensuite, le choix de l'AOD en gériatrie peut se faire en fonction de la fragilité du patient. Est-ce qu'il s'agit d'un chuteur? Est-ce qu'il s'agit d'un dénutri? Quel est le seuil de clairance de fonction rénale? Quels sont les médicaments associés? Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour ce panorama sur fibrillation atriale, anticoagulation chez le sujet âgé et puis les dernières recommandations avec la prise en charge globale pour ces patients qu'il faut vraiment ne pas ignorer. Y a-t-il des analyses qui sont en cours pour les patients très âgés supplémentaires à celles que l'on a actuellement, que tu as évoquées? C'est vrai qu'il est très clair que sur les données randomisées, on n'a pas énormément de patients 85-90 ans.
et que cette population, elle augmente, hein, et le cardiologue prend de plus en plus en charge ces patients très, très âgés. Et donc, effectivement, on met en place des registres, hein, prospectifs, parce qu'on n'aura pas d'études randomisées pour les très âgés. On met en place des registres prospectifs chez des plus de 85, 90 ans, avec insuffisance rénale, chuteur, pour vraiment avoir ces données en vie réelle et pas uniquement sur des bases de données où il nous manque la fonction rénale, où il nous manque un certain nombre de paramètres biologiques notamment. Alors, il y a un autre point qui est à la fois encourageant et intriguant, c'est celui de la démence et du bénéfice avec les anticoagulants d'abord, puis des anticoagulants oraux directs, un bénéfice escompté dans certaines analyses observationnelles sur la démence, en particulier la belle étude coréenne. Est-ce que ça peut être challengé? Est-ce que tu penses que c'est très robuste ou est-ce qu'on y croit? Comment vois-tu les choses pour la suite? Alors, moi, on y croit quand même parce qu'il y a vraiment un résultat, et notamment avec les AOD, hein, sur la protection cérébrale, moins d'AVC, moins d'hémorragie cérébrale, et donc sur l'hypothèse physiopathologique des démences qu'on appelle les démences vasculaires, par rapport aux AVK, il y a moins d'AVC ischémique, donc moins de lacunes, donc de lésions vasculaires, moins de microbleeds, donc là aussi, les microbleeds peuvent donner des troubles cognitifs, donc on y croit. On aurait voulu que dans les grands essais randomisés, soit rajouter des tests cognitifs, malheureusement ça n'a pas été fait. Donc ces données sont quand même très très intéressantes. Sur la dernière hypothèse, qu'est la démence vraiment de type Alzheimer, là on a un peu moins de preuves. Il y a des données que la protéine GAS6 pourrait être, par l'interaction des AVK, réduire la croissance cellulaire et donc une petite implication sur aussi les démences neurodégénératives, mais là c'est vraiment spéculatif. Donc on pense vraiment que dans le cadre de la protection cérébrale des AOD, moins d'AVC, moins d'hémorragie cérébrale et probablement aussi moins de démence, mais ça aurait dû être démontré dans les essais randomisés si on avait rajouté des tests cognitifs dans ces grands essais. Merci beaucoup. On passe à la troisième présentation, c'est celle de Patrick Mismeti et c'est sur les agents de réversion qui étaient attendus depuis longtemps et qui était une des demandes faites pour les anticoagulants oraux directs. Donc la présentation de Patrick Mismeti sur urgence sous anticoagulants oraux directs, place de la réversion. Bonjour à tous et bienvenue dans ce symposium où pour ma part je vais vous parler de des anticoagulants en cas de situation d'urgence. Vous avez sous les yeux mes liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et je vais surtout aborder avec vous les stratégies de réversion et notamment quand les appliquer. C'est bien sûr en cas d'hémorragie active, menaçant le pronostic vital ou avec des conséquences hémodynamiques sur l'hémostase importantes. Ça peut être aussi en cas de procédure invasive urgente entraînant un risque hémorragique important, comme stratégie de reperfusion en cas d'AVC ischémique ou de chirurgie urgente. Pour faire cette réversion des anticoagulants, on dispose de plusieurs techniques. Soit c'est directement l'effet des anticoagulants. On utilise principalement les concentrés de complexe prothrombinique, mais ils sont associés à un risque théorique d'augmentation des phénomènes thrombotiques. On peut également chercher à accélérer l'élimination des anticoagulants oraux directs avec du charbon activé ou une hémodialyse pour le dabigatran. Mais là encore, ça reste des procédures difficilement faisables en cas de situation d'urgence. Et finalement, la procédure probablement la plus simple, c'est d'utiliser des antidotes spécifiques comme l'idarucizumab pour le dabigatran sans risque thrombotique et à mettre faisable sur le plan pratique. L'idarucizumab pour antidoter le dabigatran est un anticorps antidabigatran sans effet anticoagulant direct avec une demi relativement courte. Une posologie de 5 grammes est suffisante pour couvrir la plupart des concentrations qu'on a observées dans l'étude RELY, mais insuffisante probablement en cas d'insuffisance rénale sévère terminale ou en cas de grand surdosage. Son efficacité et sa sécurité ont été démontrées dans une étude prospective, l'étude REVERSA-2, et a été confirmée dans une étude de surveillance post-marketing Revecto avec 61 centres et plus de 350 patients. 2 tiers des
administrations d'idarucizumab étaient liées à une hémorragie menaçant le pronostic vital, pour une situation en procédure d'urgence. Pour ma part, je vais me focaliser sur 3 situations, les hémorragies intracrâniennes, les hémorragies gastro-intestinales et les ischémiques éligibles à une stratégie de reperfusion. 3 situations démonstratives et très fréquentes. Pour ce qui concerne les AVC ischémiques et les stratégies de reperfusion ainsi que les hémorragies intracrâniennes, la nécessité ou l'utilisation de l'idarucizumab sur le fait qu'une thrombolyse est contre-indiquée en association avec un traitement anticoagulant, il faut réverser les concentrations. Et puis, en cas d'hémorragie intracrânienne, on va chercher à réduire l'expansion de l'hématome, facteur pronostic majeur des patients souffrant de ce type d'affection. Une étude reposant sur des centers allemands a pu répertorier 80 AVC ischémiques, tous ayant reçu un thrombolytique après réversion par idarucizumab, et 4% des patients sont décédés. Plus des 3/4 ont eu une amélioration significative et 2/3 ont pu reprendre leur traitement anticoagulant. Pour ce qui concerne les hémorragies intracrâniennes, 40 patients ont bénéficié d'une réversion par idarucizumab. 15% d'entre eux ont malheureusement cédé, mais vous voyez que 60% se sont améliorés. Pour ce qui concerne les hémorragies gastro-intestinales, on revient sur l'étude REVERSE-AD avec 137 patients ayant eu de l'idarucizumab dans les suites d'une hémorragie gastro-intestinale. Sur ce tableau, j'aimerais que vous vous focalisiez sur une chose, c'est la mortalité à J30 de ces patients, qui est au-delà de 10%, ce qui montre bien la gravité potentielle de ces accidents hémorragiques et la place d'une réversion spécifique, associée bien sûr à des procédures d'hémostase, mais dont on n'a pas les détails dans l'étude REVERSE. Dans cette étude sur les hémorragies gastro-intestinales de REVERSE-AD, c'est que 40% des patients ont une réascension des concentrations les 24 heures qui ont suivi l'idarucizumab, alors qu'initialement les concentrations étaient à 0. 20% de ces patients ont ressaigné et un tiers d'entre eux ont nécessité l'administration d'une 2e dose, ce qui montre que ceci est faisable. Pour faire simple, les indications finalement de l'idarucizumab, c'est en cas d'hémorragie menaçant le pronostic vital. Ce sont les hémorragies intracrâniennes ou lorsqu'une procédure hémostatique n'est pas disponible, ou en cas d'insuffisance rénale sévère ou associée à un gros surdosage. C'est bien sûr les procédures chirurgicales ou invasives associées à un risque comme la chirurgie, les polytraumas ou la nécessité d'une thrombolyse en cas d'investissement ischémique. Pour conclure, on peut définir la stratégie suivante quand on veut engager une réversion de l'effet des anticoagulants. En premier lieu, un prélèvement sanguin pour évaluation des concentrations plasmatiques en AOD, une évaluation de la coagulation, de la fonction rénale et de la numération formule sanguine. Engager immédiatement une réversion spécifique en cas d'hémorragie menaçant le pronostic vital ou non contrôlé, ou en cas de chirurgie ou de procédure invasive urgente, de délayer cette réversion et d'attendre le dosage des dabigatran quand c'est faisable, et si les concentrations sont élevées, engager la réversion. Si elles sont basses, ne pas faire de réversion spécifique, ce qui n'aurait pas de sens. Bien sûr, discuter une procédure hémostatique quand elle est applicable. Monitorer les concentrations en AOD, notamment dabigatran, c'est fondamental parce qu'elles peuvent resurvenir, notamment en cas d'insuffisance rénale ou en cas de concentration élevée initialement, et bien sûr avoir une approche multidisciplinaire pour discuter une nouvelle anticoagulation le plus tôt possible lorsque c'est faisable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick. On est là dans un champ qui est totalement différent. C'est le niveau de preuve en termes de quantité de patients est différent, mais c'est un objectif qui était aussi très différent. Et on a quelques données, des analyses maintenant sur l'usage de cet agent de réversion. Patrick, as-tu des commentaires sur la robustesse éventuellement ou les critiques que l'on pourrait faire à ces registres? Penses-tu qu'il y a des données qui sont suffisantes? En voudrais-tu plus? Et puis,
en termes de coûts, on n'a pas non plus beaucoup d'informations sur l'usage au quotidien de ce type de produit. C'est toujours dans des contextes qui sont quand même pas faciles à standardiser. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton sentiment sur ce point de vue des études des agents de réversion? Je suis d'accord avec toi, hein, les données dont on dispose actuellement, elles sont non comparatives et puis sur certains registres purement déclaratives. Donc on peut penser que le mésusage a été sous-estimé. Encore que même dans ces registres, on s'aperçoit qu'il y a des déviances sur la posologie. Alors c'est pas la plus importante, c'est un peu sur la qualité du double bolus, c'est quand même à respecter. Du mésusage probablement sur l'indication, on voit de l'idarucizumab, agent de réversion spécifique du dabigatran utilisé pour d'autres AOD, il faut quand même rester cohérent. Et puis, c'est un agent de réversion qui marche s'il y a du dabigatran à bord, donc il faut quand même s'assurer que le traitement était bien pris par le patient. Si au moins on a cette notion, c'est déjà important. Puis enfin, le dernier point, le mésusage entre guillemets pourrait être dû à l'indication, c'est quand même des produits chers, à réserver à des accidents hémorragiques menaçant le pronostic vital, soit par leur localisation, soit par les conséquences hémodynamiques. Hein, on pensait aux hémorragies intracrâniennes, bien sûr. Et puis, sur le fait que l'urgence ne soit pas différable, une thrombolyse, on l'a évoqué, ou une chirurgie extrêmement urgente. Donc, vraiment, s'il y avait à faire le maximum, c'est le bon AOD, présent dans le sang et la bonne indication. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Possiblement, il y a aussi des nuances en termes de, si on part sur des problèmes de coût, sur le bénéfice entre les accidents et les interventions urgentes, hein, comme tu l'as dit. Il y a un élément quand même, tu l'as dit, mais je me permets de le redire, qui est rassurant, c'est l'absence de sur-risque thrombotique apparent. Hein. Je pense que c'était une crainte qu'on pouvait avoir. Donc là, je pense que c'est un point rassurant aussi pour tous. Voilà, je pense qu'il est temps de conclure. Je vous remercie tous pour votre attention sur ces 3 présentations qui, je pense, ont apporté un éclairage supplémentaire sur certaines des données récentes et observationnelles qu'on peut avoir dans le champ de l'anticoagulation et de l'agent de réversion. Merci.